Connexion. Oui. Ça va Bonjour. 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 Ok. Bonjour. 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 Le webinaire, alors comme vous êtes très nombreux à vous être inscrits, on va attendre quelques instants encore. Ok. Arrive. Si vous pouvez juste couper vos micros pendant la présentation, pour qu'on puisse s'entendre tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le webinaire sur la sédentarité. Donc on va être à deux pour vous le présenter. Je suis Gwyneth Blues, ergonome au service de santé, et je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour tout le monde, moi je suis Aurélie Bory et je suis infirmière en santé au travail. Alors, petite question pour s'assurer qu'on ne parle pas dans le vide. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Alors, n'hésitez pas de mettre dans la partie chat si vous nous entendez bien. Ça a l'air d'être le cas. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, petit rappel, pendant le webinaire, s'il était possible de couper les micros et les caméras, ça facilitera le flux et donc ça évitera peut-être que certaines personnes aient des problèmes de connexion. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros. Il y aura la possibilité tout au long du webinaire de poser des questions sur la partie chat. Nous y répondrons à la fin. Sinon, à la fin, il y aura un temps pour les questions. Vous pourrez soit activer vos micros, soit continuer à parler dans la partie chat pour qu'on puisse vous y répondre. Donc, effectivement, comme vous l'avez compris, le webinaire se fera en deux temps. Une première partie, une partie un peu présentation, où on vous expliquera justement ce que c'est la sédentarité, pourquoi on a choisi le titre « Libérez-vous de l'immobilité, vivez actif, vivez mieux ». Donc, à travers la présentation, on espère qu'on vous le fera comprendre de l'intérêt de bouger, de changer de posture régulièrement. Le webinaire qui vous sera également présenté vous sera envoyé en suivant celui-ci. Et nous vous informons que ce webinaire est enregistré et ça permettra de le mettre finalement sur la vidéo YouTube, sur la chaîne YouTube du service. N'hésitez pas à vous y rendre. Les webinaires qui sont réalisés au fur et à mesure dans notre service sont enregistrés et mis en ligne sur ce service-là. Alors, pour la présentation, on abordera différents points.
Déjà, on commencera par les notions à connaître, en faisant notamment la distinction entre deux concepts qui sont la sédentarité et l'inactivité physique. On ne fait pas forcément la distinction, mais il y en a bien une. Aurélie vous la présentera. On passera ensuite aux chiffres et constats pour comprendre finalement quel est l'impact de la sédentarité. On passera du coup sur les risques ensuite que ça peut induire sur notre santé, sur notre appareil notamment locomoteur, et nous ferons justement un focus sur les troubles musculo-squelettiques. Ensuite, comme on aura présenté un peu, fait le constat et les risques, on passera à l'aspect prévention, avec la prévention qui peut se faire à 3 niveaux, que ce soit technique, organisationnelle ou humaine. On passera après à un petit quiz pour voir justement si les différentes notions, les différents éléments qu'on vous a présentés sont compris ou si on doit revenir justement un peu à la partie dessus. Et pour ce quiz, justement, on vous demandera, si c'est possible, d'avoir votre smartphone à proximité de vous. Il y aura un petit QR code à scanner pour que vous puissiez remplir justement les questions directement et que nous, on puisse voir justement les résultats. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, une partie questions. On enchaîne donc avec les notions à connaître. On va commencer par la sédentarité. Donc, qu'est-ce que c'est que la sédentarité? De quoi parle-t-on quand on parle de sédentarité? Les comportements sédentaires, en fait, c'est 3 caractéristiques. C'est le fait d'être en position assise ou allongée, associé à une faible dépense énergétique et sur une longue période de temps et de manière cumulée. Donc, position assise ou allongée, je n'ai pas besoin de plus la développer. Grosso modo, ça veut déjà dire que si vous êtes debout, vous n'êtes pas sédentaire. Évidemment, en dehors de l'état de sommeil, parce que l'état de sommeil, il est nécessaire à la bonne santé. Donc, dès qu'on est en position assise ou allongée, que cette position, elle est associée à une faible dépense énergétique, donc inférieure ou égale à 1,5 mètres. Les MET, donc MET, ça veut dire métabolisme équivalent off-task. À chaque type d'activité qu'on peut avoir dans notre quotidien, ça peut être conduire un véhicule, monter des escaliers, courir un marathon, passer l'aspirateur, quel que soit le type d'activité, a été répertorié un niveau de dépense énergétique associé. On considère que 1,5 mètre, c'est un niveau de dépense énergétique bas. On est grosso modo, quand on est en état de sommeil, à 0,95 mètres, et quand on travaille derrière un écran, on est à 1,3 mètres. Donc, on est exposé à un niveau de sédentarité, à une faible dépense énergétique. Le critère temps, il va être important aussi. Il y a 2 notions dans le critère temps. Il y a le fait que ce soit sur une longue période de temps, ça va nous permettre de définir des niveaux de sédentarité et de manière cumulée, c'est-à-dire fractionnée ou non. Le critère fractionné, il est intéressant parce que justement, par rapport à la dépense énergétique, si vous fractionnez régulièrement votre temps de sédentarité, vous allez stimuler votre niveau de dépense énergétique et donc vous allez avoir un métabolisme élevé et donc être moins exposé aux effets sur la santé des comportements sédentaires. Les effets sur la santé, on les verra un petit peu plus tard. On définit donc 3 niveaux de sédentarité par rapport à la période cumulée quotidienne. On considère qu'on a un niveau de sédentarité faible quand on est sédentaire moins de 3 heures par jour, qu'on a un niveau de sédentarité moyen quand on est sédentaire entre 3 à 7 heures par jour et qu'on a un niveau de sédentarité élevé au-delà de 7 heures par jour. Pour info, les recommandations nationales en termes de sédentarité recommandent être sédentaire environ 5 heures par jour. Et on va voir qu'on est quand même sédentaire bien au-delà de ça. Vas-y. Donc, sédentarité, je viens de vous présenter grosso modo ce que c'est. C'est à bien distinguer de l'inactivité physique. Quand je vous ai présenté la définition de la sédentarité, à aucun moment j'ai parlé d'activité physique, de sport ou ce genre de choses. L'inactivité physique, c'est un concept complètement différent. L'inactivité physique, c'est le fait de ne pas atteindre les recommandations, notamment de l'OMS, en termes d'activité physique. Pour un adulte, les recommandations d'activité physique de l'OMS, c'est de pratiquer une activité physique d'intensité modérée à élevée, 30 minutes, 5 fois par semaine. 5 fois par jour, pardon. Pas du tout. 5 fois dans la semaine. Si on n'atteint pas ces recommandations en termes d'activité physique, on est donc inactif physiquement. Il faut savoir que l'un n'influe pas sur l'autre et on va spécifier un peu ça de suite. On va vous présenter le cas de Magali et de Pierre. Donc, selon vous, qui est le ou la plus sédentaire entre Magali et Pierre? D'abord, nous avons Magali qui est cadre d'entreprise. On va vous présenter un petit peu sa journée type. Elle effectue 30 minutes de trajet en voiture de chez elle à son lieu de travail. Ensuite, elle travaille derrière son écran pendant environ 4 heures. Ensuite, elle a sa pause déjeuner, donc où elle est évidemment assise pendant 1 heure. Et enfin, elle retourne à son bureau pendant 4 heures et finit de travailler.
Le soir, elle rentre chez elle, elle effectue encore 30 minutes de trajet en voiture. Et régulièrement dans la semaine, plusieurs fois dans la semaine, elle va courir entre 45 minutes, 1 heure, plusieurs fois par semaine et le week-end. Et après avoir fait tout ça, elle s'installe sur son canapé devant la télé pendant environ 2 heures de temps avant d'aller se coucher. Ensuite, nous avons le cas de Pierre. Pierre, il est agent de sécurité et voici grosso modo sa journée type. Pierre, il effectue un trajet du domicile au travail, 30 minutes en transport en commun. Ensuite, il est debout à son poste de surveillance pendant environ 4 heures. Ensuite, il a lui aussi sa pause déjeuner pendant environ 1 heure où il est en position assise. Il regagne son poste de surveillance pendant encore 4 heures où il est essentiellement debout. Il fait quelques rondes et le soir, il fait régulièrement le trajet retour en marchant 17 à 20 minutes pour rentrer chez lui. Lui, il ne pratique pas d'activité physique, il passe sa soirée devant la télé pendant à peu près 3 heures. Donc selon vous, qui est le ou la plus sédentaire entre Magali et Pierre? Donc ça commence à répondre. Grosso modo, il n'y a que des bonnes réponses. Donc ça veut dire que vous avez tous bien suivi. Vas-y, tu peux. Magali est la plus sédentaire des deux. Elle est exposée à un niveau de sédentarité élevé vu qu'elle est en position assise environ 12 heures par jour. Tandis que Pierre, lui, c'est le moins sédentaire des deux. Il est exposé à un risque moyen de sédentarité parce qu'il est sédentaire 4h30 par jour. Par contre, comme vous l'avez vu dans leur journée type, Magali pratique une activité physique tandis que Pierre, non. Donc Magali, elle est active physiquement, elle atteint les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique, mais elle est sédentaire. Donc c'est vraiment deux notions complètement différentes. Là, je lui ai dit, c'est mieux. Là, c'est vraiment deux notions différentes parce qu'on peut être donc actif physiquement et sédentaire. Ensuite, petit topo de ce qu'il en est actuellement en Europe et en France. Donc, quelques données chiffrées. La sédentarité est en augmentation en Europe, comme en France. Donc, entre 2002 et 2017, il y a une augmentation de 8% de la sédentarité en Europe. Par rapport, vous savez, aux recommandations que je vous ai données qui sont attendues, donc d'être exposé à peu près 5 heures par jour, sur une journée de travail classique, un Français est exposé pendant 12 heures de temps à la sédentarité. Donc, on est bien au-delà des recommandations. Ces 12 heures de temps, elles sont fractionnées avec 8 heures de temps de travail assis, donc exposition liée au travail, et 4 heures de temps dans la vie personnelle, les transports et les activités de loisirs. Quant aux journées non travaillées, on reste quand même très exposé au comportement sédentaire, même lorsqu'on ne travaille pas. On est exposé à environ 9 heures par jour. Les temps passés, évidemment, devant les écrans représentent la majeure partie du temps d'exposition. Il faut savoir qu'à peu près 80% des adultes passent 3 heures par jour devant les écrans en dehors des journées travaillées. Donc, c'est notre principal aussi exposant. Les comportements sédentaires ne cessent de croître en Europe comme en France. On va cibler un petit peu plus la sédentarité maintenant. La sédentarité, elle concerne tout le monde. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Elle est la conséquence des semaines qui sont de plus en plus rythmées par des trajets motorisés pour se rendre au travail, pour se rendre à nos activités de loisirs, pour aller faire les courses, tout ça. Les interactions, évidemment, entre nous se font de plus en plus via des nouvelles technologies, via les smartphones, et on passe de plus en plus de temps, que ce soit au travail ou dans les activités de loisirs ou à domicile ou autre, en position assise. La position assise sur le canapé pour lire un livre, pour regarder la télé, on travaille sur un bureau, on se déplace en transport en commun, en voiture, voilà. Grosso modo, notre temps, notre quotidien tourne vraiment autour de position assise où on est sédentaire. Vas-y, je t'en prie. Deuxième focus sur l'inactivité physique. La France se positionne à la 119e place sur un classement de 146 pays. C'est pas très bien comme classement. Le premier classement, c'est le pays où les adolescents sont le plus actifs physiquement. Le dernier, donc le 146e, c'est le pays où les adolescents sont le moins actifs physiquement. On est 119e. Bon, on pourrait faire mieux. Pourquoi je parle des adolescents? Parce qu'en fait, l'inactivité physique à l'adolescence se répercute ensuite à l'âge adulte. Et en France, actuellement, l'inactivité physique concerne 29% des hommes et 47% des femmes. Presque la moitié des femmes. L'inactivité physique, elle débute dès l'enfance et donc elle perdure tout au long de la vie. Et 73% des jeunes actuellement en France
des jeunes de 11 à 17 ans n'atteignent pas les recommandations en matière d'activité physique. Pourquoi est-ce important quand même d'en parler? Parce que l'inactivité physique tue autant que le tabagisme, ça c'est peut-être un peu moins connu. Elle est responsable de près de 5 millions de décès dans le monde et son coût social en France est estimé à 140 milliards d'euros par an. Petit résumé de toutes ces notions-là. L'exposition à la sédentarité, elle est multiple. Le premier lieu d'exposition, ça reste le temps de travail, on l'a vu, mais elle est multiple dans votre vie personnelle, dans les modes de déplacement, tout ça. Vous êtes exposé au comportement sédentaire. Les salariés sont de plus en plus touchés, et nous sommes de plus en plus touchés par ce risque-là. Les salariés les plus exposés, ça reste les professionnels du secteur tertiaire. Tout ce qui est chauffeur, tout ce qui est commerciaux, on n'a pas forcément cette notion-là en tête, mais le fait d'être assis derrière le volant, forcément, on est exposé au comportement sédentaire. L'exposition, elle est multiple, mais du coup, les champs d'action, ils vont être aussi multiples. Maintenant, on va présenter un petit peu les risques, notamment sur la santé. Là, c'est une vision un petit peu globale des risques de la sédentarité sur la santé. Grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le deuxième critère de la définition de la sédentarité, c'est la faible dépense énergétique. Nous sommes une machine, et donc il faut que tout fonctionne bien, les tuyaux se décrassent, et si malheureusement ça s'encrasse, il va y avoir plein de conséquences sur la santé, des conséquences vraiment multiples. Les principaux effets sur la santé pour le moment qui ont été présentés, la sédentarité majeure le risque de cancer parce que ça va induire un affaiblissement du système immunitaire. Ça va majorer le risque de résistance à l'insuline parce qu'il va y avoir une faible dépense énergétique, une faible utilisation du sucre, donc ça va majorer le risque de diabète de type 2. On va expliquer un petit peu plus les troubles musculo-squelettiques, c'est notre thématique du jour, mais ça majore le risque de troubles musculo-squelettiques. Il n'y a pas que des conséquences physiques, il y a aussi des conséquences psychiques. La sédentarité majeure le risque de troubles de la santé mentale, notamment anxiété, dépression, voire troubles du sommeil. La sédentarité majeure le risque de pathologies cardiovasculaires parce qu'il va y avoir moins de force de contraction artérielle, moins de compliance aussi. Ça va créer une inflammation, ça pourrait créer une inflammation chronique des voies respiratoires, donc ça peut conduire à ce qu'on appelle une pathologie chronique respiratoire, donc une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le fait d'être en position assise fait qu'il y a moins de retour veineux qui va être réalisé au niveau des jambes. Ça peut majorer le risque de phlébite et créer une insuffisance veineuse. Grosso modo, la sédentarité majeure le risque d'obésité, évidemment liée à la faible dépense énergétique. Ça majeure le risque de mortalité, toutes causes confondues. Je passe la main à Gwen pour justement ce petit focus sur les troubles musculo-squelettiques. Merci Aurélie. Alors effectivement, on a décidé de faire un petit focus sur les troubles musculo-squelettiques, notamment parce que, comme on l'a vu, le travail sédentaire, c'est notamment quand on est au bureau ou autre. Et donc, c'est vrai que souvent, l'un des risques que l'on entend parler, c'est les troubles musculo-squelettiques. Alors déjà, il faut savoir que la sédentarité, comme l'a dit Aurélie, ça a un impact sur l'ensemble de l'appareil locomoteur. Au niveau des impacts qu'il peut y avoir, il y a l'augmentation de la pression au niveau des disques intervertébraux. Effectivement, on verra sur un des TMS que la position assise n'est pas une position neutre pour le rachis. Ça entraîne également une fatigue musculaire précoce, voire une diminution de la masse musculaire. Effectivement, on a un métabolisme, une sollicitation qui est moindre, donc il peut y avoir une diminution de la masse musculaire, également de la masse osseuse. On a moins d'impact, donc forcément les muscles sont moins sollicités, les os sont moins sollicités. Également une mauvaise vascularisation et également une mauvaise oxygénation du système musculo-squelettique. Effectivement, quand on est sédentaire, les muscles sont moins oxygénés parce qu'on est en position statique. Alors, les facteurs aggravants par rapport à qui peuvent rendre cette sédentarité encore plus dangereuse, ça va être notamment le tabagisme. On sait qu'il va y avoir un impact sur le sang et tout ce qui est circulation. L'excès alimentaire qui va accentuer effectivement déjà la possibilité de prendre du poids. L'alcoolisme et également l'inactivité physique. Alors, on a décidé de vous présenter quelques TMS. Alors, avant de les présenter, il faut savoir qu'est-ce que c'est un TMS. C'est un trouble musculo-squelettique. Il faut savoir que c'est une affection de tous les tissus mous, tendons, articulations. Elles vont plutôt concerner notamment les membres supérieurs et le rachis, même si effectivement les membres inférieurs peuvent être concernés, mais à une moindre mesure. Et il faut savoir que les TMS ont des causes multiples, mais dont l'activité professionnelle joue fréquemment un rôle important, notamment lors de leur apparition, leur maintien ou leur aggravation. Au niveau des TMS, leur installation est progressive ou soudaine.
C'est-à-dire que parfois, on peut commencer à avoir une petite gêne. La gêne va devenir une douleur, voire une incapacité et également un handicap. Mais également, ça peut être soudain. Lorsqu'on va avoir, par exemple, une problématique au niveau du rachis, du dos, ça peut être lié à un faux mouvement ou autre. Comme je l'ai dit, ça va être des origines multifactorielles. Il faut bien sûr qu'il y ait une composante biomécanique, mais après, tous les facteurs risque psychosocial peuvent apparaître. On va souvent parler, quand on parle de troubles musculo-squelettiques, que les symptômes, c'est une pathologie qui apparaît avec de la douleur. Et ensuite, effectivement, ça va occasionner des gênes dans le mouvement, voire même une réduction des capacités. Beaucoup de personnes, quand elles sont atteintes de l'épaule, vont avoir une difficulté pour lever le bras à une hauteur supérieure au cœur. Alors, l'un des premiers TMS qu'on va vous présenter, il y en aura 3. Le premier, ça va être notamment celui qu'on entend souvent parler, le canal carpien, qui touche le nerf médian au niveau du poignet. Les symptômes, ça va être surtout des fourmillements qui peuvent apparaître notamment au début, au cours de la nuit. Ensuite, il va y avoir des troubles de la sensibilité et également une diminution de la force. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire des mouvements de préhension au niveau de la main, on va avoir moins de force, on peut même parfois relâcher certains objets. Les facteurs qui vont favoriser l'apparition ou non des TMS, ça va être la contrainte posturale avec des positions dans des angles défavorables. On peut très bien imaginer, voilà, j'ai ma souris qui est éloignée au niveau de mon bureau, je vais avoir une extension au niveau du poignet. Ça va être également des gestes répétitifs ou une force lorsqu'on va faire le mouvement de pince au niveau entre le pouce et l'index. Et ça va être également des travaux qui peuvent demander une force statique prolongée. Outre les facteurs professionnels qui peuvent favoriser l'apparition de ce symptôme, ça va être également des facteurs individuels, hormonaux, notamment lorsqu'on peut avoir des grossesses, des problèmes de thyroïde, métaboliques avec des insuffisances rénales ou diabétiques, ou constitutionnels ou acquis, notamment lors de traumatismes. L'autre TMS qu'on a choisi de vous présenter, c'est l'épicondylite au niveau du coude. Là également, ça va être une micro-déchirure au niveau des tendons qui va occasionner des petites lésions au niveau de leur insertion par rapport à l'os. Les symptômes, ça va toujours être pareil, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui apparaît notamment avec la douleur et ça va s'étendre jusqu'à la face externe du coude et de l'avant-bras. Alors comme pour tout TMS, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une composante biomécanique. On va toujours un peu retrouver finalement les 3 grands critères qui vont être effectivement une angulation importante, donc voilà, on sort des zones de confort. Ça va être également une force exercée importante ou également ou une répétitivité importante de la gestuelle. Et après, on va retrouver également des composantes individuelles, constitutionnelles, des activités sportives. On sait très bien que, par exemple, souvent, l'épicondylite a été appelée le tennis elbow, qu'effectivement, lorsque l'on jouait au tennis, on pouvait sursolliciter cette zone-là et du coup avoir des tendinites répétées qui apparaissaient. Ou des bricolages, effectivement, si on utilise beaucoup d'outils vibrants ou autres, ça peut créer des micro-lésions. Le dernier TMS dont on va parler, ça va être les lombalgies, ou aussi appelés lumbago, qui vont être les troubles liés aux muscles, ligaments, tendons, qui assurent le soutien et le fonctionnement de la colonne vertébrale. Effectivement, le dos est composé de vertèbres. Entre chacune de ces vertèbres, il y a des disques intervertébraux. Naturellement, ces disques intervertébraux vont s'user, mais ils peuvent être encore plus usés en fonction de certains facteurs favorisants. Alors, professionnels, ça va être des contraintes physiques. Effectivement, la posture, de rester longtemps assis sur des longues périodes sans mouvement autre, à un moment donné, on va user, c'est-à-dire que on a des courbures naturelles au niveau du dos. Dès qu'on s'assoit, il y a une modification de ces courbures. Après, ça peut être des chutes qui vont également entraîner ça. La sédentarité, comme on l'a dit, on va impacter, c'est-à-dire qu'en plus, quand on commence par exemple à devenir obèse, l'aggravation est encore plus importante puisque ça pèse encore plus sur les disques intervertébraux. Voire également la vibration corps entier, comme l'a dit Aurélie, les métiers qui peuvent être concernés par la sédentarité, ça va être également tout ce qui va être les commerciaux, les transporteurs, les routiers. Et effectivement, au sein de leur cabine, de leur véhicule, il y a également des micro-vibrations qui sont absorbées finalement par les disques intervertébraux. Et en fonction de l'état des routes ou des véhicules, ça peut amplifier ou non l'usure prématurée des disques intervertébraux. Et ensuite, il y a des composantes individuelles. L'obésité, les maladies chroniques telles que l'ostéoporose, scoliose ou hernie discale peuvent impacter cela. L'activité sportive, effectivement, il y a des sports qui vont être plus en contact et qui, du coup, peuvent entraîner plus de sollicitations à ce niveau-là. Et également, l'inactivité physique qui va amplifier l'apparition de ces troubles. Maintenant, on va passer un peu à la partie prévention. Alors, comme je vous l'ai dit, l'idée de la prévention, c'est de voir comment on peut un peu casser ces postures, modifier nos habitudes, nos comportements. Donc, on va avoir 3 aspects quand on travaille sur la prévention, alors que ce soit pour la sédentarité ou tout autre type de risque, on peut agir à 3 niveaux, que ce soit les facteurs organisationnels, techniques ou humains. Alors, si on commence à s'intéresser aux aménagements organisationnels, alors il faut savoir que déjà au niveau d'une entreprise, ce qui est souvent oublié, c'est que la sédentarité doit être prise
comme un risque à part entière et du coup doit intégrer le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est important d'intégrer le risque sédentarité au même titre que les risques psychosociaux, que le risque lié au bruit ou autre. C'est un risque à part entière. Comme on a pu le voir précédemment, il y a des impacts forts sur l'organisme. Alors ensuite, ce qui peut être mis en place en termes d'aménagement organisationnel, ça peut être tout un travail qui est fait au niveau du soutien managérial avec par exemple des managers ambassadeurs où on peut modifier finalement notre activité. Ça peut être la mise en place de réunions debout. Alors vous avez vu depuis le webinaire, on a choisi de faire ce webinaire justement debout pour justement éviter la sédentarité et mettre en exemple ce que l'on propose. Ça peut être proposé lorsque l'on est dans des bureaux collectifs partagés de mettre en place des étirements collectifs. À un moment donné, suivant une certaine période, on va essayer de bouger, changer notre posture. Ça va être également de travailler sur les représentations. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut voir des personnes qui vont prendre leur ordinateur portable, se mettre sur des armoires semi-hautes pour travailler justement debout. Et souvent, on a la représentation que lorsqu'on travaille debout, on ne travaille pas réellement. Mais si, il faut avoir changé nos représentations et de se dire qu'à un moment donné, tant qu'on travaille, on peut changer nos postures, ça ne va pas impacter l'activité et la productivité. Ça peut être également par la mise en place de soutien financier, ne serait-ce que par la participation parfois d'abonnements à d'activités physiques, par la participation pour les trajets vélo-domicile, domicile-travail, pardon. Ça peut être également de créer des postes permettant l'alternance de posture en variant les tâches, mais également, comme l'intérêt du webinaire là, de sensibiliser les opérateurs aux risques liés à la sédentarité, et ça peut être du coup pour sensibiliser, ça peut être un webinaire, ça peut être aussi une mise en place d'affiches au sein des bureaux ou des espaces de pause, la distribution de flyers ou des petits messages sur l'ordinateur si on a des newsletters en interne ou pas. Au niveau des aménagements techniques, effectivement, ça peut être se poser la question lorsque l'on va faire un changement de mobilier, est-ce qu'il pourrait ne pas être intéressant de passer sur des bureaux assis debout, justement pour permettre l'alternance d'une position assise où on est sédentaire à une personne debout, ou comme Aurélie l'a expliqué au tout début, on est statique, mais on n'est pas sédentaire parce que l'activité, le fameux MET qu'elle nous a expliqué au début, on va être supérieur. Donc effectivement, la petite bulle, ça veut dire que comparé à l'utilisation d'un bureau classique, si on utilise un bureau assis debout, on peut diminuer le temps passé assis à 3h36 par jour. Ça peut être également l'utilisation de Swiss Ball, les ballons de gym. Effectivement, lorsqu'on va les utiliser de façon assise, on est moins statique. Ça veut dire que pour maintenir la posture debout, on va faire des micro-mouvements au niveau des membres inférieurs. On va devoir gainer la sangle abdominale et dorsale. Et tout ça fait qu'on va travailler de manière dynamique et donc augmenter notre activité physique. Ça peut être également d'installer des tables hautes pour les pauses. Effectivement, on voit dans beaucoup d'endroits parfois des pauses, alors pause repas midi ou pause classique en demi-journée, mais ça veut dire que souvent on va retrouver des positions assises. Et comme le présentait Aurélie lors du graphique sur les deux personnes, on voit bien qu'à un moment donné, on reste encore assis, même sur les périodes où on pourrait se mouvoir. L'envoi d'alerte pour interrompre le travail assis, on voit de plus en plus de monde connecté au bout d'une heure qui nous fait une petite alarme qui vibre pour dire ça fait une heure que vous êtes assis, pensez à vous lever. Ça peut être aménager des vestiaires et des douches sur les lieux de travail pour que des personnes puissent par exemple venir en courant ou à vélo et du coup pouvoir se laver en arrivant. Prévoir également, ça peut paraître tout bête, mais un garage sécurisé pour les vélos qui va faciliter l'envie des personnes à venir au bureau à vélo. Dédier une salle pour l'activité physique, une salle libre avec des tapis pour réaliser certains mouvements. Prévoir également des casques audio sans fil. Ça peut paraître anodin, mais effectivement, quand on est sans fil, ça peut permettre de prendre un appel et de marcher au niveau de son bureau pendant qu'on est en conversation téléphonique. Ça peut être également de centraliser les imprimantes un peu à la part pour justement nous forcer à nous lever régulièrement pour aller chercher les impressions que l'on peut réaliser. Le troisième temps, du coup, c'est les préconisations individuelles. On va se focus sur le facteur temps, donc les deux notions du facteur temps, le critère non fractionné et quotidien. Donc, il faut fractionner son temps de sédentarité. Il faut que vous repartiez d'ici en vous disant que trouvez-vous la moindre des excuses tous les jours dans différents temps de votre journée pour fractionner votre temps de sédentarité. Si vous avez des coups de fil à passer, essayez de vous lever, de passer les coups de fil debout. Si vous voyez que ça fait 30-40 minutes que vous êtes assis, les recommandations, c'est de se lever toutes les 30 minutes. Au moins se lever. Si vous n'avez pas la possibilité de bouger, de marcher, c'est pas très grave. Au moins se lever. Plutôt que d'envoyer un mail à votre collègue, trouvez-vous la moindre excuse. Donc, allez le voir plutôt que de lui envoyer un mail ou un chat.
Pendant la pause déjeuner, accordez-vous une vraie pause déjeuner pour profiter de la fin de pause, une fois que vous avez bien déjeuné, pour aller marcher. Ça va vous permettre de vous aérer, ça va vous permettre de réduire votre temps de sédentarité, donc c'est tout bénef. Ensuite, réduire le temps quotidien de la sédentarité. Il y a plein de possibilités aussi pour faire ça. Essayez de, si vous avez un grand parking, de vous garer un petit peu plus loin pour que les 5 minutes de trajet pour aller à votre bureau, vous les fassiez plutôt à pied plutôt que vous rapprocher en voiture. Essayez de descendre un arrêt plus tôt si vous venez en transport en commun. Si vous avez des ascenseurs et des escaliers dans votre centre de travail, privilégiez les escaliers. Ça vous fera une petite activité physique. Évidemment, tout ça, ça s'inscrit dans une hygiène de vie. Donc, il faut prendre du temps pour réaliser une activité physique. Le mieux, c'est de venir au travail à vélo ou à pied, en fonction des distances, on est d'accord. Étirez-vous régulièrement, surtout si vous avez un temps où vous êtes longtemps assis. Et ça s'inscrit donc dans une bonne hygiène de vie, donc associée à une bonne activité physique régulière, à une bonne alimentation. Pas trop riche en calories, variée et une bonne hydratation. Évidemment, parce que l'hydratation, ça favorise également le renouvellement cellulaire. Alors, nous vous proposons de passer à un petit quiz. Alors, pour le petit quiz, n'hésitez pas à scanner avec vos smartphones le QR code qui est à l'écran. Logiquement, ça devrait marcher, on l'a testé. Alors, vous aurez plusieurs questions. On va vous laisser quelques minutes pour y répondre. Alors, faites attention, sur certaines questions, il peut y avoir des réponses à choix multiples. Alors, n'hésitez pas à nous dire si ça marche. Si ça ne marche pas, un petit chat. Et du coup, si ça marche, ça a l'air d'être OK, parfait. Okay. Et bien alors, on va vous laisser quelques instants pour répondre aux questions. Nous, on a le visuel sur le retour des réponses, donc quand on verra que tout le monde a quasi répondu, on commencera à répondre aux questions ensemble.
Donc, on vous a laissé quelques instants. Je pense que vous avez eu le temps de répondre aux différentes questions pour ceux qui ont pu scanner le QR code. Tout le monde n'a pas encore répondu. 42 réponses. Alors, à 42, on regarde s'il y a le temps encore de connecter. Sinon, on va commencer à passer quand même sur le dépouillement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va reprendre, nous, les questions avec les différentes explications en regardant effectivement si les réponses ont plus ou moins été bien données. Alors, peut-être par chat, est-ce que certains ont besoin d'un peu plus de temps pour répondre? On peut attendre quelques minutes encore. Parce qu'on a 43 réponses. Conversation. C'est bon, on y va pour tout le monde? Mettez un petit pouce ou un petit... Quoi? Ok, très bien, ok. Alors, la première... Oh là, tout le monde est pressé d'avoir les réponses. La première question, c'était « Je peux être à la fois sédentaire et actif, vrai ou faux ?» La très, très grande majorité des personnes a répondu « vrai ». Oui, c'est le cas de... Pardon. C'est le cas de Magali, qui court régulièrement plus d'1 heure et qui est exposée à un haut niveau de sédentarité. Donc, c'est deux notions complètement différentes. Donc, comme on le disait, sédentarité et inactivité physique. Donc, on peut être à la fois sédentaire et actif. Petit focus sur les effets sur la santé de la sédentarité. Pas beaucoup d'erreurs. Les effets sur la santé donc majorent le risque d'AVC, de diabète, de troubles musculo-squelettiques et de dépression. Aucune étude ne prouve qu'il y a des effets sur le risque d'acouphène. Donc ça, c'était la mauvaise réponse. Check. Troisième question. OK. Pour réduire les effets de la sédentarité, il faut bouger toutes les... Qui peut le plus, peut le moins. Les recommandations, c'est de bouger toutes les 30 minutes. Évidemment, si vous bougez toutes les 15 minutes, c'est encore mieux. Donc, c'est un peu disséminé, mais vous avez dans la majorité bien compris que c'était 30 minutes, c'est très bien. Ça, c'est une recommandation, très honnêtement. Si un matin, vous êtes en réunion, vous passez 1 heure de temps assis, c'est pas bien grave si vous restez 1 heure assis. Ce qu'il faut faire, c'est, comme je vous le disais, trouvez-vous des excuses pour le plus possible fractionner votre temps de sédentarité. Si vous passez 1 heure de temps assis, plutôt que de simplement vous lever pendant 1 à 2 minutes, essayez d'aller marcher, d'aller voir vos collègues, de descendre les escaliers, de remonter les escaliers, histoire que le temps que vous allez passer en étant mobile soit un peu plus long et soit associé à une dépense énergétique un peu plus élevée que le simple fait d'être debout. Alors, l'autre partie qui concernait un peu plus les troubles musculo-squelettiques, effectivement, est-ce que les TMS s'expriment à travers la douleur? Globalement, vous avez bien compris qu'effectivement, la première apparition des TMS, pour comprendre comment on en a, c'est la douleur, effectivement. Les TMS peuvent-ils apparaître sans bouger? Là aussi, vous êtes majoritairement tous à avoir trouvé la bonne réponse, c'est qu'effectivement, on peut apparaître sans bouger. Effectivement, si à un moment donné, on va avoir une posture contraignante, voilà, on est sédentaire, on est assis, on peut avoir des problématiques au niveau de par exemple, lombalgie. L'organisation du travail peut-elle favoriser les TMS? Yes. Dis donc, soit on a été clair, soit vous étiez déjà très bon à l'avance. C'est effectivement, l'organisation du travail va impacter. Effectivement, si à un moment donné, on voit que le poste a été créé de manière à ce que l'on puisse bouger régulièrement, s'étirer, ou on ne soit pas contraint à des postures trop contraignantes, effectivement, ça va permettre de limiter les TMS. Quels sont les facteurs aggravants dans le cadre de la lombalgie? Hop là, là aussi, on est plutôt bon. Les facteurs aggravants vont être effectivement les vibrations, la sédentarité. Il y a une petite erreur, les personnes ont mis le tabac. Non, le tabac ne va pas impacter, ne va pas être facteur aggravant dans le cas de lombalgie. Alors, on vous enverra à la suite du webinaire un petit pack prévention, donc où vous aurez le QR code qui a été fait par le ministère, pour savoir justement évaluer son taux de sédentarité au niveau des adultes. Vous aurez quelques petites questions à répondre et par rapport aux réponses que vous aurez données,
vous saurez si oui ou non vous êtes sédentaire. Logiquement, par rapport à la présentation qu'on a fait aujourd'hui, vous devriez pouvoir déjà comprendre. En fait, ça permet de tester son niveau de sédentarité et d'activité physique, parce que j'insiste, c'est deux notions complètement différentes. Et du coup, vous allez voir que même si vous êtes actif physiquement, vous ne vous rendez pas compte, vous avez peut-être un haut niveau de sédentarité. Ça permet de un petit peu prendre conscience des choses. Pardon. Il n'y a pas de souci, très bien. Nous enverrons ensuite du coup, le support qu'on vient de vous présenter. On vous inclura également les fiches conseils par rapport à la sédentarité qui résument un peu les différents éléments qu'on a pu vous évoquer là. Comme on a dit, c'est important de sensibiliser. Alors vous avez assisté au webinaire, mais peut-être que certains de vos collègues n'étaient pas. Donc on vous mettra également une petite affiche A4 à imprimer et à peut-être mettre dans les lieux où vous savez que des collègues pourraient être sensibilisés. Alors, les prochains webinaires, alors là, pareil, on était très QR code sur ce webinaire, donc n'hésitez pas à le scanner. Vous verrez qu'il y a différents éléments qui vous seront accessibles et qui, du coup, vont apparaître dans les mois prochains. Il va notamment y avoir une information sur le temps partiel thérapeutique le 6 février. Ensuite, un webinaire sur le document unique d'évaluation des risques professionnels le 8 février. Adapter son poste de travail sur écran, qui peut être un peu un complément à la sédentarité, effectivement. Déjà, vous avez compris qu'il faut éviter d'être sédentaire, mais si en plus son poste de travail est bien aménagé, ça peut être un plus. Il y aura le travail de nuit au mois de mars, le risque routier professionnel au mois de mai. Alors, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube ou aller régulièrement justement sur les webinaires ou sensibilisations qui sont mises en place. On en met parfois entre-temps, donc ne pas hésiter à y aller régulièrement. Et nous vous proposons maintenant de passer un petit temps d'échange si vous avez des questions particulières sur la sédentarité, sur les éléments de prévention, sur les risques. Alors n'hésitez pas à le mettre dans la partie chat ou à activer vos micros pour poser les questions. Alors je n'ai pas fait attention s'il y en avait déjà qui étaient passés entre-temps. Alors, si vous n'avez pas pour l'instant de questions, peut-être qu'il faut en poser une. Je vais en poser une à Aurélie. C'est vrai que parfois, quand on fait là, oui, c'est un petit quiz, donc je t'y attendais pas. Voilà, il y a déjà une question. Alors, si je dois faire une courte interruption de la posture assise, que me recommandez-vous en termes de durée? 2 minutes, 5 minutes? Et quelle modalité de réalisation? Est-ce qu'il faut que je marche? Est-ce que juste être debout suffit? Voilà. Aurélie, tu aurais une réponse à apporter? Oui, pardon. Tchouk. On doit faire une courte pause, une courte interruption. Déjà, si vous avez la possibilité de faire une courte interruption, interruptionner, arrêtez, coupez cette posture sédentaire. Si vous arrivez à fractionner régulièrement, c'est déjà la leçon numéro 1 à retirer de ce webinaire. Il y a des fois où vous allez avoir 5 minutes devant vous, donc vous pouvez prendre ces 5 minutes pour descendre les escaliers, peut-être faire le tour de votre bureau, aller voir vos collègues. Si vous avez 5 minutes, l'idéal, c'est de pouvoir se lever et marcher. C'est toujours mieux. Si vous avez juste 1 minute, que vous arrivez à changer de position, à vous remettre debout, ça va donc. Fractionner la posture sédentaire par rapport à notre focus du jour, au trouble musculo-squelettique, justement, on parlait des lombalgies, votre courbure lombaire va reprendre sa forme naturelle, même si c'est juste pendant 1 minute, ça va réduire la pression au niveau des disques intervertébraux. C'est toujours 1 minute de gagner. L'idéal, c'est toujours de faire mieux, mais si vous pouvez faire un tout petit peu régulièrement, faites. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Alors moi, j'en ai une. Quand j'interviens souvent en entreprise, on me pose la question, effectivement, le télétravail, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre lorsqu'on est en activité au bureau ou est-ce qu'on est en télétravail? C'est vrai que les gens ont tendance à me dire qu'en télétravail, ils font moins de pauses qu'au bureau parce qu'au bureau, il y a les collègues qui nous demandent de venir prendre un café. Alors qu'en télétravail, pas du tout. Alors, il est possible qu'en télétravail, on soit plus exposé à un niveau de sédentarité justement parce qu'on se déplace moins. Pour aller à sa pause déjeuner, le trajet est évidemment beaucoup plus court. C'est exactement... Alors, vous pouvez aménager votre poste. Donc déjà, si vous pouvez financièrement vous aménager un bureau assis debout, c'est toujours du plus.
Par contre, tout ce qui est préconisation individuelle, effort un petit peu humain à faire, ça, vous pouvez le mettre en place. C'est une nouvelle gymnastique à adopter, c'est de nouvelles habitudes à prendre. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais trouvez-vous la moindre des excuses pour vous lever. Ça peut être pendant votre pause déjeuner, peut-être que vous avez, c'est un peu plus rapide pour vous de vous préparer à manger. Vous prenez 5-10 minutes à la fin de votre heure de déjeuner pour sortir de chez vous, pour aller marcher, pour faire le tour du pâté de maison, rentrer chez vous. Et plutôt que d'avoir une gourde d'1 litre remplie, vous remplissez un verre d'eau et vous faites régulièrement le trajet entre votre bureau et la cuisine pour remplir votre verre d'eau. Vous pouvez également vous lever pour passer des coups de fil, même si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller voir vos collègues. Si vous êtes amené à leur passer des coups de fil ou à passer des coups de fil à des clients, peu importe, essayez de passer les coups de fil debout dans votre bureau, de faire quelques pas. Voilà, toutes les situations sont des bonnes excuses pour essayer de fractionner ce temps de sédentarité. Parfait. J'en profite comme il y a une question qui arrive en cours de route. Est-ce que bouger ses jambes en position assise rompt la sédentarité? C'est-à-dire? Puis en position assise. Alors, Non, ça dépend. Est-ce que je sais qu'il y a des bureaux, il y a des pédalos, ouais, voilà. Est-ce que c'est ça? Il y a des systèmes où on est assis comme sur un vélo, on pédale et du coup, voilà, on reste en position assise, mais effectivement, il y a un mouvement des jambes. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, ou autre. Alors, si vous êtes assis et que vous pédalez, vous allez avoir un niveau de dépense énergétique qui va être augmenté. Donc, vous ne serez pas en position sédentaire. Ce n'est pas que le fait d'être en position assise. Un exemple tout bête, c'est que un batteur, un musicien, il va être assis, il va faire de la batterie, il va avoir un niveau de dépense énergétique plutôt élevé, même s'il est assis pendant 1h30 de concert ou 2 heures de concert, je dis n'importe quoi. En fait, il va avoir un niveau de dépense énergétique élevé, donc il ne sera pas sédentaire. Le postulat de base par rapport à nous, le travail, le fait d'être assis derrière un écran, c'est de se lever régulièrement, mais si vous avez de quoi pédaler, même en restant assis, on est bon en termes de sédentarité. On n'est pas forcément bon en termes de troubles musculo-squelettiques, justement par rapport à tout ce qui est courbure lombaire, tout ça. Donc, rien ne vous empêche de pédaler un petit moment et de vous lever régulièrement. Voilà. Est-ce que c'est clair? D'autres questions? Ça a l'air. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans tous les cas, si vous n'aviez pas de questions sur le moment, mais que vous en ayez après, n'hésitez pas à contacter votre équipe médicale qui vous suit, médecin du travail, infirmière ou tout autre membre de l'équipe, qui feront un plaisir de répondre à vos questions. Mais si vous en avez une sur le moment, n'hésitez pas non plus, soit à activer votre micro. Il n'y a plus l'air d'avoir de questions, donc on va vous remercier de votre participation. Vous recevrez dans la journée ou les jours qui viennent les différents éléments qu'on vous a présentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.